pas notre dernier intervenant, mais notre dernière présentation flash, Nicolas Clouet de l'ONF. Je ne le vois pas. Ah, il est là-bas, il est tout au fond. Ok, qui va nous parler de l'ONF et le changement climatique. On le laisse venir. Bien de loin. Petit footing. Oh, j'avais pas vu qu'on me voyait. ça m'impressionne. Allez, à toi, Nicolas. Bien. Bon, merci de m'avoir invité, d'avoir un petit échange sur les forêts qui font face à un certain nombre de changements liés aux perturbations climatiques. Alors, je vais vous prendre deux exemples très concrets auxquels les forêts doivent faire face. Donc, tout à l'heure, l'IGN, vous avez présenté un peu les scolytes et les IPCA. Donc, ça tombe bien, je vais passer 5 minutes à parler vraiment que de ça. Donc, je vais vous illustrer un peu ce à quoi on fait face sur la fameuse crise sanitaire scolite. On est quand même très concerné sur les peuplements résineux en Auvergne-Rhône-Alpes, aussi dans le Jura et dans les Vosges. Vous verrez un peu des photos de ce qui se passe. Et puis je vous présenterai un deuxième exemple d'adaptation en fait. On se rend compte que la littérature aussi scientifique, ça fait des années qu'on est d'accord sur le fait que les essences forestières sont plus forcément adaptées en fait, à l'endroit où elles sont aujourd'hui installées. Et on a défini, avec un travail collaboratif avec AgroParisTech et l'INRAE, des cartes de compatibilité climatique des essences forestières. Et vous verrez en fait à quoi ça nous sert dans notre gestion quotidienne. Alors la crise de scolytes, on peut passer. Déjà les scolytes c'est quoi? Alors les scolytes c'est une famille en fait de coléoptères. Et ces coléoptères en fait ont l'excellente idée en fait de s'installer bien au chaud sous l'écorce des arbres, alors essentiellement sous les résineux, épicéas, sapins, etc. Et en fait, ces coléoptères creusent des galeries sous ces écorces-là, et vous imaginez bien qu'au fur et à mesure du développement de ces galeries sous l'écorce, ça a un impact en fait sur la santé des arbres. Je pense que vous avez tous vu ces jolis dessins sur les troncs quand vous vous promenez en forêt. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? En fait, les scolytes, ils ont toujours été présents, mais c'est comme pour tous les milieux naturels, en fait, c'est une histoire d'équilibre. Et on a identifié que c'était quand même lié aux conditions climatiques, parce que ça fait un peu plus de 5 ans que ces scolytes-là, en fait, explosent au niveau des essaimages. Il y a des hivers qui sont de plus en plus doux, donc qui freinent de moins en moins en fait, l'activité biologique des scolytes. Et à l'opposé, en fait, au printemps, qui sont un peu moins humides et des étés qui sont de plus en plus chauds et secs, et ça favorise en fait l'essaimage des scolytes. Et on se rend compte que depuis 5-6 ans, il y a une génération supplémentaire de scolytes qui naît par rapport à ce qu'on avait avant. Et à l'opposé, on a des arbres qui subissent un peu un effet inverse, à savoir que les hivers et les printemps doux raccourcissent en fait les phases de dormance des arbres. Cette phase est nécessaire en fait à préparer la saison à venir. Et les sécheresses estivales qui se cumulent d'année en année en fait, entraînent un stress hydrique. Du coup, les arbres sont de plus en plus fragiles. Donc vous avez un combo gagnant en fait, entre des scolytes qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus énervés, et puis de l'autre côté, des arbres qui sont de plus en plus fragiles. Et vous imaginez la suite, on arrive en fait, à des phases de dépérissement en fait, de plus en plus massifs dans nos massifs. Alors les photos sont peut-être un peu ternes là, mais la photo en bas là, avec la route au milieu, vous voyez un peuplement à gauche qui est complètement sec. Voilà, tous les arbres, tous les épicéas là-bas sont secs, et de l'autre côté de la route, ils sont encore verts. Mais les scolytes sont un peu malins aussi, à savoir que quand ils ont fini de faire leur affaire au sein d'un peuplement, ils ont qu'à prendre leur envol et puis aller voir les voisins et aller décimer la parcelle d'à côté. Voilà, donc les conséquences en fait, immédiates qu'on voit, et c'est très rapide, un peuplement comme ça, en 1 ou 2 ans, il est sec directement. Je pense que vous pourrez commencer à voir ça quand vous ferez attention la prochaine fois que vous irez vous promener en forêt. C'est quand même très visible. Et une des seules choses qu'on peut faire, ou l'action en fait, au niveau de la gestion qu'on peut faire pour essayer de limiter, on ne va pas dire enrayer, mais pour limiter ça, c'est d'exporter le bois. Donc en gros, on coupe, et comme on coupe les arbres, on essaye d'exporter en même temps les scolytes qui sont dedans, et ça a une certaine conséquence en fait, économique et sociétale, c'est qu'on se retrouve avec une offre
qui est un peu plus importante sur le marché. Une demande qui ne suit pas la même évolution, et puis je vous laisse imaginer, hein, l'équation elle est telle que on craint un peu des conséquences un peu néfastes sur la filière bois. Voilà, alors le SIG, les données, les cartes, on rentre à quel niveau? On parlait tout à l'heure de données chaudes, données froides, de temporalité. Alors on pourrait croire qu'à l'ONF, vu qu'on est sur la croissance des armes qui vont sur un siècle, on n'est pas pressé en fait, de disposer des données, mais là quand même si, toute la chaîne en fait, de traitement qui nous permettent de sortir ces données et ces cartes, hein, je vous ferai des copies d'écran de ce qu'on a mis en place au niveau WebCarto, elles sont collectées en fait en temps réel par tous les techniciens en forêt, donc tous les jours, hein, on est sur la partie de gauche là. On a des applications avec une structure en fait, de données attributaires qui est pour le coup calée au niveau national. Donc voilà, les 6000 et quelques techniciens en fait, forestiers qui collectent de la donnée de façon quotidienne sur le terrain. Elle est collectée exactement de la même façon pour tout le monde. C'est centralisé dans les bases de données nationales et on arrive à remobiliser ça. Hop. Il y a, alors j'utilise le terme de géographiser en fait, ces données-là qui, sur en fait, un smartphone, n'a pas de données géographiques, c'est juste un arbre à tel endroit de telle dimension. Et on recalcule en fait, statistiquement des valeurs en fait, de surface et de volume à différentes échelles. Donc on a des échelles de parcelles forestières, ça c'est un peu notre référentiel préféré en termes forestiers, mais on a aussi les forêts, mais on a aussi les collectivités. À l'échelle de chaque commune, à l'échelle de l'intercommunalité, des départements, des régions, on arrive en fait à sortir des cartes de l'évolution, alors on suit ça depuis 2019, de l'évolution en fait, des volumes concernés par ces problèmes sanitaires. Donc si on passe, voilà, alors ici c'est l'évolution en fait, des volumes sanitaires donc, qui sont concernés par les attaques de scolytes. Alors les différentes courbes, en fait, c'est les agences, ce qu'on appelle les agences territoriales à l'ONF, en fait, c'est des ensembles de départements. L'agence la plus concernée, c'est la courbe rouge ici, c'est les 3 départements, Ain, Loire et Rhône. Et vous voyez qu'en fait, déjà en 2023, on a 180 000 m3 qui a été désigné, donc on va sortir de la forêt. 180 000 m3 qui sont complètement concernés par des scolytes, donc c'est du bois qui est aujourd'hui sec. Et en fait, quand on remouline en fait, toutes ces données-là, qu'on met un peu de géographie là-dessus, on se rend compte que sur les 5 années depuis 2019 où on suit en fait, ces attaques sanitaires, on se rend compte que 20% du volume aujourd'hui qu'on martèle et qu'on va couper et qu'on va éventuellement, qu'on espère commercialiser, 20% du volume, en fait, c'est un volume concerné par les attaques de scolytes. Donc voilà, tous les ans, en fait, l'ONF, en Auvergne-Rhône-Alpes, on sort un peu plus d'1 million de mètres cubes. Donc sur 5 ans, 5%, ça fait l'équivalent d'une année. Donc sur 5 ans, on a 1 million de mètres cubes qui arrivent sur le marché, qui est dû à des attaques de scolytes, voilà, qui sont liées au problème de changement climatique. Alors quelques copies d'écran à différentes échelles. Hein. On a mis en place des webcartos qui permettent à tous nos collègues en fait, qui n'ont pas forcément cette vue géographique. Hein. Quand le technicien il a la main en fait, sur les yeux rivés sur son téléphone pour saisir ses sapins, ses épicéas, etc. Il n'a pas forcément une vision d'ensemble. Hein. Là, vous avez une vue à l'échelle, on va dire, départementale. C'est assez simple comme carte. Hein. Plus on est foncé, plus en fait, le volume, la part de volume martelé qu'on envisage de couper est importante par rapport au volume total qu'on désigne. Donc vous voyez, hein, y a quand même une influence un peu de la géographie. Les départements alpins et l'Ain sont les départements les plus touchés, un peu l'Allier aussi. Et si on zoome, hein, on va passer à l'échelle, je crois, forêt. Oui, donc plutôt massif. Si on zoome encore, on a une échelle forêt. Et on se rend compte qu'en fait, il y a certaines forêts, là si on voit une copie d'écran plutôt sur le sud, là on est dans l'Ain, depuis 5 ans, 100% en fait, du volume qu'on sort de cette forêt-là, c'est uniquement pour gérer de la crise sanitaire. Donc on sort complètement en fait, du concept actuel qu'on avait de sylviculture et de gestion durable, ou en tout cas d'une application en fait, stricte du concept d'aménagement forestier. Et dans cette commune-là, ça fait 5 ans qu'on ne fait plus que de la gestion de crise. Donc on exporte du bois, et on fait plus en fait, on fait un peu moins de la gestion durable et multifonctionnelle en fait, sur la durée de l'aménagement qui va sur 15 ou 20 ans.
Voilà, et encore un zoom un peu plus, mais on ne voit pas grand-chose. Voilà, donc certaines communes, c'est 100%. Voilà. Donc comment on peut sortir de ces crises-là? Alors on pourrait dire, bon, on va laisser le vivant faire, et puis peut-être que les peuplements vont s'adapter, vont se transformer d'eux-mêmes. C'est pas ce qu'on constate, et du coup on réfléchit en fait à diversifier les peuplements forestiers. Et ça rejoint un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le CEN et vous l'IGN. C'est que petit à petit, et avec le domaine de la recherche, on réfléchit en fait à l'implantation de nouvelles essences forestières. Donc, profitez en fait des peuplements que vous avez encore en place, de sapins d'épicéas que vous avez en montagne quand vous vous promenez en forêt, en fait, parce que ces paysages-là vont être amenés à changer. Parce qu'on se rend compte que, je vais vous montrer les cartes justement de compatibilité climatique. On se rend compte que beaucoup de peuplements en place aujourd'hui ne sont plus ou ne seront plus adaptés d'ici 10 à 15 ans aux contextes climatiques locaux. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur mon deuxième sujet, sur la compatibilité climatique des essences forestières. Alors vous savez peut-être qu'au niveau européen, il y a des modèles en fait, climatiques qui existent. On a le modèle IKS, indicateur climat et Strout, c'est végétation en fait, c'est un nom breton. Ce modèle climatique, en fait, il est capable de décrire le climat selon 3 indicateurs. Selon en fait le manque d'eau, un excès de froid ou un manque de chaleur. Et ces modèles climatiques qui sont faits à l'échelle européenne, ils ont une échelle quand même assez petite, c'est une résolution d'1 kilomètre. Et en France, on a essayé de réfléchir à une maille en fait, beaucoup plus fine. Et en fait, on a adapté le modèle européen à une échelle plus locale pour avoir à la fin des données et sortir des cartes qui ont une résolution de 50 mètres. Donc on a appelé ça le modèle Zoom 50. Voilà, on a fait des zooms du modèle européen, mais à des résolutions de 50 mètres. On peut y aller. Du coup, je vais vous montrer brièvement comment on a fait. Voilà, donc Zoom 50. Je vais vous illustrer en fait un des 3 facteurs qui est le facteur manque d'eau. Alors comment ça marche? On utilise en fait des données météo, donc des données de précipitation, des données de température, moyenne, minimale, maximale, annuelle. Et ça nous permet, alors c'est AgroParisTech qui a travaillé là-dessus, ça nous permet, en couplant ça avec les données de relief, de sortir des modèles et des cartes de ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Alors c'est un mot savant pour dire quoi? En gros, c'est la quantité d'eau qu'a besoin un écosystème pour pouvoir fonctionner. L'évaporation, donc l'eau qui s'évapore du sol, et la transpiration, qui est en fait la transpiration de tous les végétaux. Et bien cette eau-là, en fait, elle est puisée dans le sol. Et donc l'évapotranspiration potentielle correspond en fait à la quantité d'eau nécessaire pour que tout cet écosystème fonctionne si le facteur en eau n'est pas limitant. Si on a assez d'eau pour le faire, on a une évapotranspiration potentielle qui est de temps. Du coup, pour savoir si on a des déficits ou des excès en eau, on utilise d'autres données qui sont les données de réserve utile du sol, qui s'expriment en millimètres. Donc autant les données climatiques, on a ça à l'échelle de 50 mètres sur notre territoire métropolitain. Sur les données de réserve utile, on a réussi en fait, à modéliser ça à un pas de 90 mètres. Et du coup, en associant les deux, on arrive à voir dans quelle zone on est en excès et à l'opposé, dans quelle zone on est en carte de déficit hydrique annuel, qui s'exprime également en millimètres. Donc on a des cartes en fait, de déficit hydrique. On compare ces cartes de déficit hydrique avec les seuils de compatibilité climatique de chaque essence forestière. Donc ça c'est pareil, ça a été calé au niveau européen. En fait, chaque essence forestière, elle est caractérisée en fonction d'un certain nombre de seuils. Voilà, donc, telle essence est capable de supporter des déficits hydriques de tant de millimètres par an, de tant de degrés, etc. Donc ça c'est calé, vous pouvez consulter toutes ces données-là sur le site Climessence. Et puis on croise une dernière fois toutes ces données-là avec les scénarios climatiques du GIEC, donc les différents RCP, 8,5, 6 jusqu'à 2,5. Et on obtient à la fin, je vous fais très simple, on met tout ça dans une boîte, on secoue et on obtient les cartes finales. On peut passer de compatibilité climatique à l'horizon 2085. On peut y aller. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est des cartes qui viennent de sortir mais qui à terme auront vocation à atterrir dans l'Observatoire des forêts. Voilà, on est en pourparlers en fait pour envoyer ces données-là.
Et donc là, je vous présente 3 ou 4 exemples d'espèces forestières avec, en gros, leur compatibilité climatique à l'horizon 2085. Alors voilà, regardez tous où vous habitez pour savoir dans quelle situation vous êtes. Mais vous voyez que l'épicéa, en gros, il va se retrouver que dans les zones d'altitude. Ensuite, on a le Douglas. Alors, le Douglas qui est très présent dans les monts du Lyonnais, dans le Beaujolais. Mais vous voyez que demain c'est 2085, hein, mais il n'aura plus trop sa place. En tout cas, d'après les scénarios climatiques. Hein. Et par contre, les feuillus, je crois qu'on a du hêtre ensuite et du chêne. Voilà, forcément, le chêne, il a une carte en fait de répartition qui est un peu plus. En tout cas, voilà, il aura plus d'espace pour lui d'un point de vue compatibilité climatique pour se réinstaller. Voilà, donc si on passe, je pense qu'on a la carte du chêne. Voilà. Et tout ça pour dire que la gestion forestière, on n'a pas une vision en fait qui va sur 5 ou 10 ans. La gestion forestière, on l'envisage en fait sur 80 ou 100 ans. Enfin, on fait comme on peut avec le contexte actuel. Et du coup, on réfléchit forcément à diversifier nos essences en étant en accord avec ces cartes de compatibilité climatique. Et ces cartes-là, en fait, elles servent à quoi au final? Et toutes ces données, en fait, l'ONF, nous, on n'est que gestionnaire, on est propriétaire de quasiment rien. Et forcément, il faut qu'on présente tous ces résultats-là aux propriétaires, donc c'est les collectivités essentiellement. Et du coup, il faut qu'on arrive à convaincre toutes ces collectivités de dire votre forêt aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, mais elle est peut-être sujette à des problèmes de dépérissement. Elle l'est même sûrement. Et du coup, demain, il faudra peut-être un peu investir ou mener des actions en fait, pour assurer le renouvellement de votre forêt. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez du sapin ou de l'épicéa, peut-être que demain, ce ne sera plus possible. Donc si vous voulez conserver en fait, une ambiance forestière en fait, sur votre territoire, il va falloir un peu changer en fait, de mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on avait un mode de fonctionnement qui est lié vraiment à un pas de temps de ce qu'on appelle l'aménagement forestier, hein, donc qui est le document de gestion sur, on va dire, les 15 à 25 prochaines années. Et bien sûrement, il va falloir qu'on change en fait, de méthode de fonctionnement pour prendre en compte en fait, ces données-là, pour qu'on puisse continuer à avoir un paysage forestier français. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Oh non, ça va. Ouais, voilà, c'était parfait, tu étais dans les temps. Très bien, très bien. Ça veut dire qu'on ne va plus avoir la forêt de Troncé. Il n'y a plus de chênes en forêt de Troncé. Si Troncé, vous êtes encore un peu à l'abri. Bon, ok. Pour ceux du département de l'Allier. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose une petite pause de 10 minutes. Après, il nous reste 1 heure de présentation, un petit bulletin météo réalisé par Météo France, et puis une table ronde. Et puis après, on pourra clôturer cette journée. 10 minutes, je compte sur vous, pas plus, hein, pour éviter de partir trop tard. Merci.